Le froid mordant de l'aube écossaise enveloppait les collines, entourant l'Anarque comme un manteau invisible. La ville dormait sous le joug anglais, ses rues étroites pavées de pierre, polies par le temps, ne résonnant que du pas mesuré des gardes qui patrouillaient avec l'assurance de ceux qui croient en une paix imposée. Sur les tours de la garnison, des torches vacillaient face au vent glacé, projetant des ombres dansantes sur les remparts de pierre grise. William Wallace restait immobile parmi les bruyères des collines, ses yeux bleus fixés sur la cité étendue sous lui, telle une proie endormie. À ses côtés, une douzaine d'hommes attendaient dans un silence absolu, leur souffle formant de petits nuages de vapeur dans l'air glacial. C'étaient des paysans transformés en guerriers par la nécessité, leurs mains calleuses serrant des clémores ancestraux et des haches de guerre héritées de leurs pères et grands-pères. Le vent nocturne leur apportait l'odeur âcre de feux éteints, mêlée à celle lourde des chevaux écurés et au parfum sucré de la paille humide. De temps à autre, le bruit lointain de sabots sur les pavés brisait le silence, suivi du frottement métallique d'armures mal ajustées. Wallace étudiait chaque ombre, chaque mouvement des sentinelles anglaises. Il y avait des schémas dans la ronde, des intervalles prévisibles entre les patrouilles, des points aveugles dans les défenses que son esprit stratégique cataloguait méthodiquement. Le croissant de lune offrait peu de lumière, mais c'était un avantage pour des hommes qui connaissaient chaque pierre, chaque sentier, chaque cachette sur les terres de leurs ancêtres. Les Anglais comptaient sur leurs murailles et leur nombre, mais ignoraient le cœur de la terre qu'ils occupaient. Un des hommes chuchota quelque chose d'inaudible, pointant du doigt une fenêtre éclairée dans la maison du shérif. Wallace acquiesça presque imperceptiblement, ses doigts serrant la poignée de la hache de guerre suspendue à sa ceinture. Le bois poli par l'usage était tiède sous ses paumes, comme si l'arme brûlait d'impatience pour ce qui allait suivre. Ezelrig était là, dormant paisiblement, pendant que le sang écossais qu'il avait versé réclamait justice depuis la terre. Le temps semblait suspendu en cet instant précédant l'action, où chaque respiration pouvait être la dernière, où chaque battement de cœur résonnait comme des tambours de guerre aux oreilles des hommes. Wallace ferma les yeux un instant, laissant le souvenir de Marion envahir son esprit. Son visage angélique, son sourire qui illuminait même les jours les plus sombres de l'hiver écossais, sa voix douce appelant son nom. Puis l'image terrible de son corps sans vie, taché du sang que les soldats anglais avaient répandu comme de l'eau. La colère brûlait dans sa poitrine comme du fer en fusion. Mais Wallace la contrôlait, la façonnait en quelque chose d'utile, de mortel. Ce ne serait pas une attaque aveugle, mue uniquement par la fureur. Ce serait chirurgical, calculé, dévastatrice. Les Anglais apprendraient cette nuit-là que l'Écosse n'était pas une terre conquise, mais un lion endormi qui, une fois réveillé, ne connaîtrait aucun repos tant que les envahisseurs seraient chassés ou tués. Un corbeau croassa dans les arbres proches, son cri rauque déchirant l'air comme une lame. Wallace rouvrit les yeux et ses hommes y virent quelque chose qui accéléra leur propre cœur. Ce n'était pas seulement de la détermination ou du courage, c'était plus primitif, plus profond. C'était la fureur ancestrale des Celtes, la soif de liberté qui coulait dans le sang écossais comme du feu liquide. Les étoiles commençaient à pâlir à l'horizon oriental, signe que l'aube approchait. C'était le moment parfait, cette heure où la fatigue pesait davantage sur les épaules des gardes, où la vigilance s'affaiblissait et les réflexes s'émoussaient. Wallace fit un geste discret de la main, et ses hommes se positionnèrent comme des loups s'apprêtant à la chasse. Chacun savait exactement son rôle, chaque mouvement ayant été répété mentalement des centaines de fois. La ville de l'Anarque reposait devant eux, inconsciente que sa nuit paisible était sur le point de se transformer en cauchemar. Les cheminées laissaient échapper de minces colonnes de fumée qui se dissipaient dans la brise matinale, et le bruit occasionnel d'un animal remuant dans les écuries brisait le silence comme des murmures fantomatiques. Pour les Anglais, c'était juste une autre nuit de tranquille occupation sur un territoire pacifié. Pour Wallace et ses hommes, c'était le début d'une guerre qui transformerait l'Écosse à jamais. Le premier signal serait donné quand la dernière patrouille aurait terminé sa ronde et disparu au coin de la rue principale. Alors,
Telle une tempête descendant des montagnes, ils agiraient avec une rapidité et une brutalité, laissant les envahisseurs sans temps de réagir. La vengeance serait rapide, mais son souvenir durerait des générations. Cette nuit, l'Anarque deviendrait le berceau d'une légende que les enfants écossais raconteraient à voix basse pendant des siècles à venir. Le vent changea de direction, apportant maintenant plus nettement l'odeur de la ville, pain aigre, bière renversée, sueur et peur. Wallace sourit sombrement, un sourire sans joie qui promettait la mort aux ennemis de sa terre. La tempête était sur le point d'éclater, et il lancerait l'œil dévastateur. Le sang de Marion réclamait justice des pierres froides de l'Anarque. Cette nuit, Wallace répondrait à cet appel par le fer et le feu. Cette nuit, l'Écosse commencerait à se réveiller de son sommeil forcé. Cette nuit, William Heselrigg paierait le prix suprême pour ses crimes contre le peuple écossais. L'aube n'apportait pas seulement la lumière, mais aussi la promesse de liberté écrite dans l'acier et le sang. La douleur de la perte transperça le cœur de Wallace comme une lame rouillée, se ravivant à chaque respiration, à chaque battement. Marion Bradefute avait été bien plus qu'une compagne. Elle était la lumière guidant ses pas à travers les jours sombres de l'occupation anglaise, la voix douce calmant la tempête grandissante en son âme face à chaque nouvelle injustice. Ses mains délicates avaient soigné les blessés revenant des escarmouches. Ses yeux compatissants avaient essuyé les larmes des veuves et des orphelins. Elle était une rose ayant fleuri même dans la terre aride de la résistance écossaise. Heselrigg avait arraché cette fleur par la racine, la piétinant avec la cruauté indifférente de celui qui voyait les Écossais comme des bêtes à dompter. Le shérif anglais avait ordonné sa mort non pour un crime qu'elle aurait commis, mais simplement parce qu'elle représentait ce qu'il ne pouvait tolérer, la dignité écossaise persistant malgré le joug anglais. Ce fut un acte de terreur calculé, destiné à briser la volonté de résistance qui palpitait encore dans les cœurs des natifs. Mais Heselrigg avait commis une erreur fatale. En assassinant Marion, il n'avait pas brisé Wallace. Il avait forgé en lui quelque chose de nouveau et d'effrayant. La douleur s'était transformée en fureur, la fureur en détermination, et la détermination en une soif implacable de vengeance consumant tout sur son passage comme un feu sauvage. Les hommes suivant Wallace pouvaient voir cette transformation dans ses yeux, dans la manière dont ses poings se serraient, dans le silence mortel émanant de sa présence. Ils n'avaient pas besoin de discours enflammés sur la liberté et la patrie, même si ces mots touchaient aussi leur cœur. Ce qui les unissait cette nuit froide était quelque chose de plus primitif et puissant, la reconnaissance que l'injustice avait franchi toutes les limites tolérables. Marion était fille de l'Écosse, autant qu'épouse de Wallace, et sa mort avait outragé non seulement un homme, mais toute une nation déjà accablée de trop d'humiliation. Duncan MacLeod, un géant barbu dont les mains pouvaient briser des coups comme des branches sèches, murmura des paroles de réconfort qui sonnaient comme des grognements étouffés. Il avait perdu sa propre sœur à la brutalité anglaise 2 hivers plus tôt, et voyait en Wallace un reflet de sa propre douleur. Robert Blair, trop jeune pour une barbe complète mais assez âgé pour manier une épée, serrait les dents jusqu'à ce que ses mâchoires lui fassent mal. Sa propre mère avait été violée par des soldats anglais et la soif de rétribution brûlait dans ses veines comme un poison. Chaque homme portait son propre récit de perte, sa propre raison d'être là, sur ces collines glacées, attendant l'heure de l'attaque. Fermes incendiées, enfants tués, femmes violées, vieillards battus à mort, pour ne pas s'être inclinés assez vite devant les conquérants. L'occupation anglaise avait semé des graines de haine dans le sol écossais, et maintenant la récolte était mûre. Wallace ne parlait pas de ses plans comme un commandant militaire exposant une stratégie. Il parlait comme un homme ayant tout perdu de ce qui rendait la vie digne d'être vécue, et ne trouvant désormais la paix qu'au sein de la destruction complète de ses responsables. Sa voix était basse, maîtrisée, mais chargée d'une intensité faisant frémir les hommes les plus endurcis. Ce n'était pas seulement une attaque qu'il préparait, c'était un règlement de compte cosmique entre justice et tyrannie. Le souvenir de Marion morte dans ses bras alimentait le feu brûlant dans sa poitrine. Ses yeux, autrefois brillants d'amour pour la vie, étaient devenus vitreux et vides.
Ses mains, qui avaient caressé son visage avec une tendresse infinie, étaient froides comme du marbre. Le sang tachant sa simple robe de lin était une accusation silencieuse contre chaque moment d'hésitation, chaque jour où Wallace avait choisi la prudence plutôt que l'action directe. Heselrigg paierait de sa vie, mais ce ne serait que le début. Chaque soldat anglais à Lanark répondrait pour sa complicité envers le système, ayant permis une telle atrocité. Chaque pierre de la garnison serait abattue, chaque drapeau anglais brûlé, chaque symbole de l'occupation effacé de la surface de la terre. La vengeance serait totale, absolue, inoubliable. Le vent nocturne leur apporta le son lointain de rire provenant d'une taverne où des soldats anglais buvaient de la bière écossaise et racontaient des histoires sur les femmes locales qu'ils avaient prises de force. Pour eux, l'occupation était une fête prolongée aux dépens d'un peuple conquis. Cette nuit, ils apprendraient le véritable coup de leur cruauté nonchalante. Wallace toucha l'amulette que Marion lui avait donnée, une petite croix celtique sculptée dans du chêne. Elle avait appartenu à sa mère, puis à sa grand-mère avant elle, une lignée ininterrompue de femmes écossaises ayant survécu à des invasions et occupations antérieures. À présent, cette lignée était brisée, mais sa mémoire vivrait dans la vengeance qu'il s'apprêtait à exécuter. L'aube approchait, avec elle, l'heure où les comptes seraient réglés. Le silence de la nuit serait brisé par des cris d'effroi et des supplications pour une miséricorde qui ne viendrait pas. Lanark se réveillerait du cauchemar de vivre sous le joug anglais pour découvrir qu'il existait des cauchemars pires encore, réservés à ceux opprimant les innocents. La graine de la vengeance, plantée dans le sang de Marion Bredfut, était sur le point de porter ses fruits terribles et nécessaires. La stratégie coulait de l'esprit de Wallace comme l'eau d'une source, claire et inévitable. Il avait étudié Lanark pendant des semaines, mémorisant chaque rue, chaque ruelle, chaque point faible des défenses anglaises. La garnison était installée au cœur de la ville, un ensemble de bâtiments de pierre reliés par des cours murées où les soldats gardaient leurs chevaux et leurs équipements. La maison du shérif Heselrigg se trouvait au centre de ce complexe, protégée par 2 rangées de gardes, mais accessible par un passage latéral qu'il avait identifié lors de ses observations nocturnes. Wallace divisa ses hommes avec la précision d'un chirurgien maniant un scalpel. Duncan MacLeod conduirait 5 hommes vers les routes sortant de Lanark, bloquant toutes les voies de fuite. Leurs ordres étaient clairs. Aucun messager ne devait quitter la ville pour alerter les garnisons voisines. Tout Anglais tentant de fuir serait tué silencieusement, leur corps caché jusqu'à la fin de l'opération principale. MacLeod connaissait chaque sentier et raccourci des collines environnantes mieux que n'importe quelle carte anglaise. Robert Blair et 3 autres hommes recevraient la tâche la plus dangereuse, l'attaque frontale au quartier général. Ce n'était pas une attaque suicide, mais une diversion calculée. Ils devaient faire assez de bruit pour attirer les gardes, semer la confusion et diviser les forces ennemies. Blair était jeune, mais sa fureur brûlait aussi intensément que celle d'hommes 2 fois plus âgés. Wallace avait vu dans les yeux du jeune homme la même soif de vengeance qui consumait son propre âme. Wallace lui-même mènerait les 4 hommes restants dans une attaque directe contre la résidence de Heselrigg. C'était le groupe le plus petit, mais aussi le plus meurtrier. Chaque homme avait été choisi non seulement pour son courage, mais pour sa capacité à tuer en silence quand nécessaire. Thomas Graham, dont les mains larges comme des pelles pouvaient briser des coups sans bruit. John Blair, frère aîné de Robert, dont la lame n'avait jamais manqué le cœur d'un ennemi. William Crawford, qui se déplaçait parmi les ombres comme un fantôme affamé. La synchronisation serait cruciale. Chaque groupe devait être en position avant que les premiers rayons du soleil touchent les tours de la ville. L'attaque commencerait quand la patrouille de minuit aurait terminé sa ronde et que les gardes relâcheraient momentanément leur vigilance, croyant qu'une autre nuit paisible touchait à sa fin. Wallace avait chronométré ses instants pendant plusieurs semaines, identifiant un intervalle de 15 minutes où la surveillance était la plus faible. Il n'y aurait aucune pitié pour les soldats anglais. Ce n'était pas une bataille conventionnelle où des prisonniers pouvaient être faits et échangés plus tard.
C'était une exécution massive, un nettoyage nécessaire d'une infestation ayant duré trop longtemps. Les Anglais à Lanark avaient choisi leur destin en choisissant de servir un système d'oppression traitant les Écossais comme du bétail. Wallace traça des itinéraires de retraite précis pour chaque groupe. Si quelque chose tournait mal, si des renforts arrivaient plus tôt que prévu, chaque homme savait exactement quel chemin suivre vers les collines. Les forêts de chênes et de bouleaux entourant Lanark offraient des cachettes que les hommes nés sur ces terres connaissaient depuis l'enfance. Les Anglais pourraient poursuivre, mais ils chasseraient des fantômes sur un territoire qu'ils ne comprenaient pas. L'attaque devait être rapide et totale. 20 minutes suffiraient pour accomplir la mission principale. Plus longtemps, et le risque de renforts extérieurs devenait trop grand. Wallace n'avait aucune illusion sur les conséquences de ses actes. Le roi Édouard réagirait avec une fureur sauvage, envoyant davantage de soldats, brûlant des villages, pendouillant des suspects. Mais cela ne ferait que prouver aux Écossais ce que beaucoup savaient déjà, sans oser l'accepter. Qu'il n'y avait aucune coexistence pacifique possible avec des conquérants voyant les droits humains comme des privilèges à accorder ou retirer selon leur bon vouloir. Chaque homme portait des signes distinctifs permettant une reconnaissance rapide dans le chaos du combat. Des bandes de laine bleue nouées au bras gauche, visibles même dans la pénombre de l'aube. Les Anglais dormaient en chemise de nuit et tuniques maladroites. Ils seraient des cibles faciles pour des hommes vêtus pour la guerre et affamés de vengeance. Les armes furent vérifiées une dernière fois. Lame aiguisée jusqu'à pouvoir trancher un cheveu suspendu dans l'air, pointe de lance enduite de graisse pour pénétrer plus facilement entre les côtes, corde d'arc tendue au maximum. Il n'y aurait aucun défaut mécanique cette nuit. Seulement la volonté implacable d'hommes, ayant tout perdu de ce qui comptait et ne trouvant désormais de but que dans la destruction de leurs oppresseurs. Wallace regarda chaque homme dans les yeux, y voyant le reflet de sa propre détermination mortelle. Ils n'étaient plus des paysans effrayés par des soldats arrogants. Ils étaient des instruments de justice divine, des anges de la mort, envoyés pour rééquilibrer des balances penchées depuis trop longtemps en faveur de la tyrannie. Lanark se réveillerait dans le sang, mais des cendres de cette violence nécessaire pourrait émerger une Écosse plus forte. La stratégie était parfaite, les hommes prêts, et l'heure de la vengeance était enfin arrivée. Le signal traversa l'air nocturne comme un murmure mortel, l'appel bas d'un hibou répété 3 fois. Wallace émergea des ombres, comme une apparition vengeresse, ses hommes se déployant autour de lui, avec la coordination meurtrière de loups chassant en meute. Le silence de mort qui avait enveloppé Lanark pendant des heures se brisa instantanément en une symphonie de violence calculée. Des portes en bois explosèrent sous l'impact d'épaules puissantes, des charnières arrachées avec des grondements résonnant dans les ruelles étroites comme des coups de tonnerre. Duncan MacLeod et ses hommes avancèrent parmi les postes de garde comme la mort incarnée. Une lame trancha la gorge d'un sentinelle à moitié endormi avant qu'il puisse crier, le sang jaillissant entre ses doigts désespérés alors qu'il s'effondrait contre le mur de pierre. Un autre garde parvint à ouvrir la bouche pour donner l'alarme, mais ne rencontra que le poing de fer de MacLeod broyant sa trachée. Le bruit fut étouffé et humide, comme du bois mouillé se brisant. Dans les rues principales, Robert Blair mena sa charge contre le quartier général avec la férocité d'un sanglier blessé. Sa clémore s'enfonça dans la poitrine d'un soldat anglais sortant en titubant de son dortoir, la lame traversant les côtes avec un son mou de chair déchirée. L'homme baissa les yeux, l'air surpris comme un enfant, incapable de comprendre pourquoi du métal sortait de son dos. Du sang bouillonna de sa bouche avant qu'il ne tombe à genoux. Le feu se répandit avec une voracité surnaturelle. Des torches furent arrachées de leur support et lancées par des fenêtres ouvertes, embrasant des rideaux de lin et de la paille sèche stockés dans les coins. Les flammes léchèrent les poutres en bois des toits comme des langues affamées, créant une lumière dansante et infernale qui transforma la nuit en cauchemar doré. L'odeur du bois brûlé se mêla à celle métallique du sang versé et à l'âcre puanteur de la peur et de la mort. Wallace avança à travers le chaos avec un seul but, chaque pas calculé pour le rapprocher de son objectif.
Sa claymore s'enfonça dans le ventre d'un soldat tentant de mener une défense désespérée, l'ouvrant comme un poisson nettoyé pour le dîner. Les entrailles se répandirent sur les pierres avec un bruit humide et répugnant. L'homme resta debout un instant impossible, regardant ses propres intestins avant de s'effondrer en convulsions. Des cris résonnèrent dans les rues comme une musique démoniaque. Certains exprimaient une douleur pure quand les lames rencontraient la chair nue. D'autres trahissaient la terreur quand les soldats anglais comprenaient qu'ils étaient chassés par des hommes n'offrant ni quartier ni miséricorde. Beaucoup tentèrent de se rendre, tombant à genoux, mains levées, mais ne trouvèrent que du froid acier en réponse à leurs supplications. Ce n'était pas une bataille où des prisonniers seraient faits. Un jeune soldat anglais, pas plus âgé que Robert Blair, sortit d'une porte latérale, brandissant une courte épée de main tremblante. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, des larmes coulant sur ses joues imberbes. Wallace vit Marion dans ce visage juvénile un instant, la même expression de peur et de confusion qu'elle avait dû avoir en ces derniers moments. Mais la compassion ne dura qu'un battement de cœur, avant que la fureur ne la consume à nouveau. La hache de Wallace décrivit un arc parfait dans l'air, s'enfonçant dans le crâne du jeune soldat avec un son comme du bois fendu. Du sang et des éclats d'os éclaboussèrent les pierres mouillées, formant des motifs grotesques semblant écrits dans un langage primitif de violence. Le corps convulsa une fois avant de devenir immobile, les yeux encore ouverts mais désormais vides de toute conscience. Thomas Graham saisit un soldat par la gorge, le soulevant du sol d'une main tandis que l'autre brandissait un poignard. L'Anglais donna des coups de pied désespérément, ses bottes frappant les cuisses de Graham comme un oiseau tentant d'échapper aux griffes d'un prédateur. La lame trouva son chemin entre les côtes à plusieurs reprises, chaque coup accompagné d'un son mouillé et d'un jet de sang chaud tachant les vêtements des deux hommes. Les flammes grandirent jusqu'à sembler toucher les étoiles elles-mêmes, transformant l'anarque en une vision de l'enfer. Une fumée dense et noire roulait dans les rues comme une rivière noire, emportant avec elle l'odeur de chair brûlée et de bois carbonisé. Les soldats anglais couraient en tous sens, comme des fourmis dont le nid aurait été piétiné. Certains tentant d'organiser une résistance, d'autres cherchant simplement à fuir la boucherie qui les encerclait. Wallace s'arrêta un instant au centre de la cour principale, la poitrine haletante, la sueur se mêlant au sang anglais sur son visage. Autour de lui, ces hommes continuaient leur œuvre mortelle avec une efficacité impitoyable. Chaque mouvement était précis, chaque coup fatal. Ils s'étaient transformés en plus que des hommes. Ils étaient devenus des instruments de rétribution divine, des anges de la mort envoyés pour rééquilibrer les balances de la justice longtemps déséquilibrées. Le tintement métallique des armes, heurtant les boucliers, résonnait sur les pierres comme des cloches funèbres sonnant pour les morts. Mais ce n'étaient pas des cloches de lamentation, c'étaient des chants de triomphe, des hymnes de liberté écrits dans le sang anglais sur les pierres écossaises. La nuit était devenue cauchemar pour les occupants, mais pour Wallace et ses hommes, ce n'était que le premier pas d'un long chemin vers la liberté véritable. Le cœur de la garnison palpitait comme une plaie ouverte quand Wallace atteignit enfin la résidence du shérif. Heselrigg était sorti de son lit au son des cris et du crépitement des flammes, ne portant qu'une tunique de lin fin, déjà tachée de sueur de terreur. Ses cheveux gris étaient en désordre, ses petits yeux cruels, désormais écarquillés par la compréhension terrifiante de ce qui se passait. Dans ses mains grasses, il tenait une épée ornementale qu'il n'avait probablement jamais utilisée qu'à des fins décoratives. Wallace s'arrêta sur le seuil, sa silhouette découpée par les flammes dévorant la ville derrière lui. Du sang coulait de sa claymore, formant de petites flaques sombres sur les dalles polies du sol. Ses yeux bleus, que Marion avait un jour comparés à des lacs de montagne par temps ensoleillés, brûlaient désormais d'une intensité faisant vibrer l'air autour de lui. Il n'y avait plus rien d'humain dans ce regard, seulement la fureur primitive dans sa forme la plus pure. Et Heselrigg reconnut immédiatement ce visage. C'était l'homme qui avait posé des questions sur Marion, le rebelle osant défier l'autorité anglaise en aimant une Écossaise et en la traitant comme une égale. Le shérif avait ordonné la mort de la femme non pour un crime réel, mais comme leçon,
pour montrer à Wallace et à tous les autres Écossais arrogants qu'il n'y avait ni amour, ni dignité, ni rien que les conquérants ne puissent leur ôter à leur guise. Mais à présent, regardant cette figure sanglante et terrifiante, Æthelred comprit qu'il avait commis une erreur fatale. Il avait créé une chose monstrueuse, incapable de paix tant que chaque Anglais en Écosse serait mort ou chassé. La petite leçon qu'il pensait donner s'était transformée en cauchemar, venu le réclamer personnellement. Wallace prononça un seul mot. Sa voix basse, chargée d'une émotion si intense qu'elle fit vibrer les carreaux des fenêtres. Marion. C'était une accusation et une sentence de mort, réunies en 5 lettres, une supplique de justice résonnant dans les couloirs de pierre, comme la prière d'un dieu en colère. Le nom sortit de sa gorge comme un grognement, porteur de toute la douleur et la rage accumulée depuis qu'il avait trouvé le corps sans vie de son aimé. Le shérif tenta de parler, peut-être pour offrir des explications ou supplier miséricorde, mais les mots moururent dans sa gorge en voyant l'expression sur le visage de Wallace. Aucune négociation n'était possible, aucun appel à la raison ou à la clémence ne pouvait modifier le destin qui fondait sur lui comme une marée inévitable. Æthelred leva son épée ornementale de main tremblante, mais les 2 hommes savaient que ce geste était vain. Wallace se déplaça avec une vitesse défiant sa carrure massive. La hache de guerre traça un arc doré dans la lumière des flammes, fendant l'air d'un murmure mortel. La lame atteignit le cou d'Æthelred avec la précision d'un bourreau expérimenté, séparant la tête du corps d'un seul coup net. Pas de combat prolongé, pas de duel dramatique entre ennemis mortels. Seulement une justice rapide et définitive. La tête du shérif roula sur le sol de pierre, ses yeux clignotant encore de confusion tandis que la vie les quittait. Du sang jaillit du cou tranché comme une fontaine macabre, peignant les murs de calcaire blanc de motifs rouges, semblant écrit dans un ancien langage de vengeance. Le corps resta debout un instant impossible, avant de s'effondrer avec un bruit mou de chair heurtant la pierre. Wallace regarda la tête d'Æthelred, sentant une satisfaction sombre et profonde combler le vide laissé par la mort de Marion dans sa poitrine. Mais ce n'était que le début. La mort du shérif ne ramènerait pas Marion, n'effacerait pas le crime commis contre elle et contre toute l'Écosse. C'était simplement le premier paiement d'une dette qui prendrait des années à être entièrement réglée. Il donna un coup de pied à la tête tranchée, la regardant rouler jusqu'à s'arrêter contre la cheminée éteinte où des bûches fumaient encore. Les yeux sans vie d'Æthelred semblaient le fixer d'un air perpétuellement surpris, comme si même en mourant, il ne pouvait croire à des conséquences à ses actes. Pour des hommes comme Æthelred, les Écossais étaient des objets, non des personnes capables de représailles mortelles. Le sang du shérif commença à coaguler sur les pierres, formant des flaques sombres et visqueuses, reflétant la lumière dansante des flammes extérieures. Wallace essuya sa lame sur la tunique de lin d'Æthelred, le tissu fin absorbant le sang comme une éponge assoiffée. C'était du sang anglais, souillant du tissu anglais sur des pierres écossaises, une inversion poétique de la violence que les occupants avaient infligée à leur terre depuis si longtemps. Pour Wallace, la mort d'Æthelred ne représentait pas la victoire au sens traditionnel. C'était la justice enfin rendue, un équilibre cosmique restauré après avoir été perturbé par l'assassinat de Marion. Mais pour les Anglais qui entendraient en parler de cette nuit, ce serait bien différent. La naissance d'un ennemi qui ne connaîtrait aucun repos tant que chaque envahisseur serait chassé du sol écossais ou enterré en lui. Le sang d'Æthelred avait scellé un pacte ne se terminant qu'avec la liberté complète ou la mort absolue. Les flammes dévoraient l'anarque avec un appétit insatiable, transformant la ville en une fournaise rugissante sous le ciel étoilé. Ce qui avait commencé par de petits foyers contrôlés s'était transformé en incendie d'une ampleur biblique, les flammes bondissant de toit en toit comme des démons dansant une fête de destruction. Le bois ancien des poutres explosait avec des sons comme des coups de mousquet, projetant des cascades d'étincelles dorées dans l'air nocturne, montant jusqu'à se mêler aux étoiles. Wallace et ses hommes avançaient dans la garnison comme des fantômes vengeurs, pillant tout ce qui avait une valeur militaire et détruisant le reste. Des armes furent saisies des mains mortes des soldats anglais, épées en fer trempé, arcs en if anglais,
carquois pleins de flèches à pointe d'acier de qualité. Des armures de mailles furent arrachées de corps encore tièdes, le métal tintant musicalement tandis que les Écossais s'équipaient avec le matériel de leurs ennemis morts. Les écuries furent incendiées après que les chevaux eurent été libérés pour galoper librement dans les collines. Les animaux, terrifiés par les flammes et l'odeur du sang, s'enfuirent en panique, leurs sabots martelant les pavés comme des tambours de guerre. Des sacs de grains furent déchirés, leur contenu dispersé au vent, créant des tempêtes dorées dansant dans la lumière de l'incendie avant d'être dévorés par les flammes affamées. Thomas Graham trouva le trésor du shérif caché dans un coffre de fer derrière la cheminée principale. Des pièces d'or et d'argent déversées sur les pierres tintèrent comme une musique, reflétant la lumière dansante comme des étoiles tombées. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était le sang financier de l'oppression, des impôts extorqués à des paysans écossais à peine capables de nourrir leur famille. Graham remplit des sacs de cuir avec les pièces, sachant qu'ils seraient utilisés pour acheter plus d'armes, recruter plus d'hommes, financer une résistance qui grandirait comme un feu dans la paille sèche. Robert Blair trouva des documents officiels éparpillés sur la table du shérif, liste de prisonniers à exécuter, ordre de confisquer des terres à des familles écossaises, correspondance avec d'autres commandants anglais détaillant des stratégies pour écraser tout signe de rébellion. Le jeune guerrier ne savait pas lire, mais reconnut les sceaux royaux anglais et comprit qu'il s'agissait d'instruments d'oppression. Il les jeta tous dans les flammes, regardant le parchemin se recroqueviller et noircir avant de devenir des cendres, rejoignant la fumée couvrant la ville. Le crépitement des flammes se mêlait désormais à d'autres sons. Le gémissement agonisant de poutres cédant sous le poids de toits en effondrement, l'éclatement de vitres de fenêtres explosant de chaleur, le rugissement profond du feu dévorant tout sur son passage. C'était une symphonie de destruction résonnant dans les ruelles étroites de Lanark comme des hymnes de guerre chantés par des chœurs invisibles. Des civils écossais commencèrent à sortir de leurs maisons, d'abord comme des ombres prudentes jetant des regards par des rideaux déchirés, puis avec plus d'audace, en comprenant que ce n'étaient pas eux, mais les Anglais qui étaient chassés. Certains regardaient avec une terreur pure. La violence était choquante même lorsqu'elle visait leurs oppresseurs. D'autres pleuraient de soulagement, comme s'ils pouvaient enfin respirer librement après des années d'étouffement sous le joug anglais. Une vieille femme apparut à la porte de sa maison de pierre, ses mains arthritiques serrant un châle rapiécé autour de ses épaules. Elle avait perdu 2 fils à la potence anglaise l'année précédente, accusés d'avoir volé des grains qu'ils tentaient en réalité de récupérer de leur propre récolte confisquée. En voyant Wallace passer, couvert de sang anglais et portant la tête d'Aeselrig comme un trophée macabre, elle murmura une prière de gratitude en vieux gaélique. Un groupe d'enfants se cachait derrière une pile de bois, leurs grands yeux écarquillés mêlant terreur et fascination. Ils avaient grandi connaissant seulement la soumission forcée aux conquérants anglais, mais voyaient maintenant des hommes de leur propre terre agissant avec une autorité meurtrière, tuant les monstres hantant leurs cauchemars. C'était une leçon brutale sur le pouvoir et la justice qu'ils emporteraient toute leur vie. Le drapeau anglais flottant sur la tour principale de la garnison fut arraché et jeté dans les flammes. Le tissu rouge et or se tordit dans les flammes comme une créature vivante agonisant, les couleurs royales disparaissant en fumée noire montant vers le ciel comme une offrande païenne aux anciens dieux de la guerre. À sa place, rien ne fut hissé. Le mât resta vide, symbole que l'autorité anglaise à Lanark avait été complètement éradiquée. Wallace s'arrêta au centre de la cour principale, désormais un paysage infernal de corps éparpillés et bâtiments en feu. Le sang anglais formait de petits ruisseaux sombres entre les pierres, coulant vers les égouts comme des rivières rouges emportant les péchés des oppresseurs loin de la terre sacrée de l'Écosse. L'odeur était accablante, fumée âcre, chair brûlée, sang coagulé, bois carbonisé, mais pour Wallace, c'était le parfum de la justice enfin rendu. Ces hommes se rassemblèrent autour de lui, leurs visages illuminés par la lumière dansante des flammes comme des masques démoniaques. Couverts de sang de la tête aux pieds,
leurs vêtements trempés, leurs cheveux collés par un mélange de sueur et de sang anglais. Mais dans leurs yeux brillait quelque chose qui n'existait pas auparavant, une confiance farouche, la compréhension qu'ils pouvaient affronter et vaincre les conquérants qui avaient semblé invincibles si longtemps. Le bruit de sabots approchant résonna des collines environnantes, mais ce n'étaient que les chevaux anglais libérés, revenant, désorientés. Aucun renfort n'arrivait. Duncan MacLeod et ses hommes avaient parfaitement accompli leur tâche, coupant toutes les routes d'évasion et éliminant tout messager tentant d'alerter les garnisons voisines. Lanark était complètement isolée, une île de destruction entourée de collines silencieuses. La ville s'était transformée au-delà de toute reconnaissance. Ce qui fut un symbole de l'occupation anglaise était désormais une ruine fumante, un témoignage ardent que la résistance écossaise n'était pas morte, seulement endormie. Les flammes continueraient de brûler jusqu'au matin, visibles à des kilomètres comme un phare sanglant annonçant que la guerre pour la liberté de l'Écosse avait officiellement commencé. Lanark n'était plus seulement une ville, elle était devenue le berceau d'une légende, destinée à embrasser toute la nation. La retraite fut exécutée avec la même précision mortelle que l'attaque. Wallace savait que rester à Lanark serait un suicide. Des renforts anglais arriveraient tôt ou tard, et aussi féroces que soient ces hommes, ils ne pourraient affronter une armée entière en terrain découvert. La sagesse consistait à frapper vite et disparaître comme des fantômes, ne laissant que destruction et terreur derrière eux. Duncan MacLeod fut le premier à bouger, conduisant ses hommes par les sentiers familiers serpentant à travers les collines de bruyère. Il portait les sacs de pièces confisqués et les armes les plus précieuses prises aux soldats anglais morts. Leurs pas étaient silencieux malgré leurs charges lourdes. Des décennies vécues sur ces terres leur avaient appris à se déplacer sans laisser de traces. Robert Blair et son groupe prirent un itinéraire différent, se dispersant pour brouiller toute tentative de pistage. Le jeune guerrier portait l'épée ornementale d'Esselrig comme trophée, sa lame encore tachée du sang du shérif. Elle serait fondue et reforgée en pointe de lance pour la guerre à venir, transformant le symbole de l'oppression en outil de libération. Wallace fut le dernier à quitter la ville en flammes. Il s'arrêta au bord des collines, jetant un dernier regard en arrière pour contempler son œuvre. Lanark brûlait comme un gigantesque bûcher funéraire, les flammes montant vers le ciel en colonnes dorées semblant toucher les étoiles. C'était beau d'une manière terrible, un spectacle de destruction qui resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'avaient vu. La tête d'Esselrig était attachée à sa ceinture, oscillant à chaque pas comme une cloche macabre, chantant des musiques de vengeance. Il la porterait dans les montagnes et la planterait sur un pieu comme avertissement à tout Anglais osant suivre ses traces. Le visage du shérif, même en mort, gardait une expression de surprise indignée, comme s'il ne pouvait encore croire à des conséquences fatales à ses actes. Les anciens sentiers que suivaient les Écossais avaient été foulés par leurs ancêtres depuis d'innombrables générations. C'étaient des chemins existants avant les Romains, avant les Saxons, avant que tout envahisseur n'ait posé le pied sur le sol écossais. Les Anglais avaient des cartes et des boussoles, mais les natifs possédaient quelque chose de plus précieux, un savoir transmis par le sang, des instincts aiguisés par des siècles de survie en terres hostiles. La brume matinale commença à se former dans les creux entre les collines, offrant une couverture supplémentaire aux guerriers en retraite. Comme si la terre elle-même conspirait pour protéger ses enfants, envoyant des voiles blancs cacher leurs mouvements des yeux anglais qui les chercheraient certainement quand le soleil se lèverait complètement. Wallace sourit sombrement, se souvenant des anciennes légendes que sa grand-mère racontait sur la manière dont l'Écosse protégeait ceux qui la défendaient. Les hommes avançaient en silence absolu, ne communiquant que par gestes quand nécessaire. Chacun avait choisi ce chemin en connaissant les conséquences. Ils étaient désormais des fugitifs, des hommes marqués qui seraient impitoyablement chassés par les Anglais. Mais ils étaient aussi des héros pour leur peuple, les premiers à prouver que les conquérants pouvaient saigner et mourir comme tout mortel. En s'éloignant de Lanark, le bruit des flammes s'atténua jusqu'à n'être qu'un murmure lointain, comme de la pluie sur des feuilles sèches.
Mais l'odeur de fumée les suivait, imprégnée dans leurs vêtements et cheveux comme un parfum de guerre, les marquant à jamais. C'était une odeur qu'ils porteraient pour toujours, non seulement celle du bois brûlé, mais celle de la résistance ressuscitée. Quand ils s'arrêtèrent enfin pour se reposer dans une clairière cachée profondément dans les montagnes, les hommes se regardèrent avec une compréhension nouvelle et profonde. Ils avaient franchi une ligne sans retour. La vie de soumission silencieuse était morte. À sa place était né quelque chose de farouche et d'implacable, qui ne connaîtrait aucun repos tant que l'Écosse serait libre ou qu'il serait mort. Wallace suspendit la tête d'Aiselrig à une branche de chêne ancien, ses yeux vides fixant désormais les montagnes que le shérif n'avait jamais pu conquérir. C'était un avertissement et une promesse aux Anglais qui viendraient après et aux Écossais qui doutaient encore que la résistance soit possible. La guerre pour la liberté avait officiellement commencé et ne se terminerait qu'avec le départ définitif du dernier soldat anglais du sol écossais. Les premières lueurs de l'aube touchaient les sommets lointains des montagnes, quand les messagers commencèrent à galoper comme le vent à travers les terres écossaises. Ce n'étaient pas des émissaires officiels portant des documents scellés ou des proclamations royales, mais de simples hommes du peuple, bergers ayant vu les flammes de l'Anarque depuis les collines, commerçants ayant entendu les cris résonner dans les vallées, pêcheurs ayant senti l'odeur de fumée portée par les vents matinaux. La nouvelle se répandit à la vitesse d'un feu dans la paille sèche, sautant d'un village à l'autre, d'une ferme à l'autre, d'un cœur écossais à l'autre, comme une flamme passant de torche en torche. À chaque étape, l'histoire grandissait, gagnant des détails, transformant une attaque calculée en légende épique. Wallace n'était plus seulement un homme cherchant vengeance, il était devenu une figure quasi mythique, un guerrier envoyé par les anciens dieux pour libérer l'Écosse de ses oppresseurs. Dans les châteaux anglais répartis dans le sud de l'Écosse, la réaction fut une indignation explosive mêlée de peur réelle. Lord Cressingham, trésorier du roi Édouard pour les affaires écossaises, brisa une coupe de vin contre le mur de pierre en recevant les premières nouvelles fragmentaires de l'attaque. Ses mains grasses tremblaient non seulement de rage, mais aussi d'une compréhension terrifiante que quelque chose de fondamental avait changé dans la dynamique de l'occupation. Le comte de Surrey, gouverneur militaire de l'Écosse occupée, convoqua une réunion d'urgence de tous les commandants anglais de la région. La grande salle de son château résonna de voix furieuses, exigeant une répression immédiate et brutale. Des villages entiers devaient être brûlés, des familles soupçonnées de sympathie envers Wallace exécutées publiquement, des impôts punitifs levés jusqu'à ce que les Écossais implorent la paix. Mais sous la colère officielle coulait un courant souterrain d'inquiétude réelle. L'Anarque avait été considéré comme totalement pacifié, sa garnison jugée suffisante pour maintenir l'ordre dans une population supposément soumise. Si des rebelles pouvaient attaquer et détruire complètement une ville sûre, ou d'autres pouvaient-ils comploter? Combien d'autres William Wallace se cachaient dans les montagnes, attendant seulement le bon moment pour frapper? Des messagers anglais galopèrent vers Édimbourg puis Londres, portant des rapports de plus en plus exagérés de la boucherie à l'Anarque. Aux oreilles anglaises, ce n'était pas simplement une attaque militaire, mais un massacre barbare, perpétré par des sauvages assoiffés de sang. La réponse du roi Édouard serait proportionnelle à la manière dont l'attaque fut rapportée. Non comme un acte de guerre légitime, mais comme un terrorisme primitif devant être écrasé par une force écrasante. Dans les villages écossais, en revanche, l'histoire était racontée de manière totalement différente. Des anciens ayant vécu toute leur vie sous domination étrangère chuchotaient entre eux au sujet du jeune homme qui avait osé faire ce que des générations passées n'avaient fait que rêver. Des femmes ayant perdu mari et fils à la brutalité anglaise pleuraient des larmes de joie en apprenant qu'au moins un de leurs oppresseurs avait payé le prix suprême pour ses cruautés. Des enfants écossais, ayant grandi apprenant à baisser les yeux quand passaient les soldats anglais, jouaient désormais à être Wallace et ses hommes, utilisant des bâtons comme épées et rejouant la mort d'Aiselrig encore et encore. Pour la première fois de leur vie, ils avaient un héros à eux, quelqu'un semblant sorti des anciennes légendes que leur grand-mère racontait sur les guerriers combattant les envahisseurs romains et saxons. Des jeunes Écossais ayant passé des années soumis à l'occupation,
commencèrent à se réunir secrètement dans des granges et des clairières, chuchotant sur la possibilité de rejoindre la cause de Wallace. Beaucoup ignoraient où le trouver, ou même s'il était encore vivant, mais la graine avait été semée. L'idée que la résistance était possible, que les Anglais pouvaient être tués, que la liberté n'était pas un rêve impossible. Les prêtres interprétaient la situation différemment. Certains condamnaient la violence comme contraire aux enseignements chrétiens, prêchant patience et soumission aux autorités établies par Dieu. D'autres voyaient la main de la providence divine à l'œuvre, interprétant le succès de l'attaque comme un signe que les cieux favorisaient la cause écossaise contre des envahisseurs païens profanant des terres saintes. Des commerçants ayant prospéré en collaborant avec l'administration anglaise commencèrent à craindre pour leur position. Si le vent tournait, si la résistance s'organisait, ils pourraient se retrouver du mauvais côté quand la situation se résoudrait. Certains commencèrent discrètement à nouer des contacts avec des nationalistes, cherchant des moyens de montrer que leur cœur avait toujours été avec l'Écosse, quelles que fussent leurs affaires. La géographie même de l'Écosse conspirait pour amplifier l'impact de l'attaque sur Lanark. Les montagnes et vallées, ayant protégé Wallace lors de sa fuite, servaient aussi de caisse de résonance naturelle, transportant les échos de l'histoire à travers toute la région. Des bergers des Hautes-Terres entendaient des versions de l'histoire seulement quelques jours plus tard, et bientôt les racontaient à leur tour à des commerçants qui emportaient la nouvelle encore plus loin. Lanark avait cessé d'être simplement une ville, elle était devenue un symbole puissant, signifiant des choses différentes selon les personnes. Pour les Anglais, elle représentait la nécessité d'une plus grande brutalité pour contrôler une population rebelle. Pour les Écossais, elle symbolisait la première vraie fissure dans la façade d'invincibilité anglaise, la preuve que leur conquérant était mortel et vulnérable. L'écho de la révolte résonna à travers les terres écossaises comme des vagues sur un lac troublé par une pierre lancée en son centre. Il n'était plus possible d'étouffer l'histoire ou d'en minimiser l'impact. Wallace avait accompli ce qu'aucun rebelle écossais n'avait fait avant. Transformer un acte de vengeance personnelle en catalyseur pour un réveil national. La graine était plantée et grandirait jusqu'à devenir un arbre dont les fruits seraient récoltés sur les champs de bataille futurs, où le destin de l'Écosse serait scellé à jamais. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine.